Opération Serval à 6 mois, on en parlera avec Mathieu Mabin qui a couvert cette guerre contre les djihadistes. Vous verrez que les mesures de sécurité antiterroriste agacent les habitants de Niamey au Niger. Enfin, un nouveau parti politique va voir le jour en Afrique du Sud. Julius Malema l'a annoncé aujourd'hui, il défie le parti historique de l'ANC. On commence donc par le Mali. Nous sommes à 17 jours de la présidentielle et l'administration a fait son retour à Kidal. Après l'armée, l'administration est de retour après 1 an et demi d'absence dans cette ville du Nord Mali. Le gouverneur en avait été chassé lors de l'offensive des Touaregs du MNLA alliés aux djihadistes. Le gouverneur Kami Soko le dit lui-même, ils sont quelques-uns, un noyau dur à être revenus. Les préfets, le directeur de cabinet, il faut maintenant travailler dans l'urgence à la distribution des cartes d'électeurs. Et ce, avant le 28 juillet, ça c'est un immense défi pour les autorités. Oui, mais cela n'entame pas de l'enthousiasme des Maliens. À Bamako, les habitants veulent des élections pour tourner la page, même si des doutes subsistent sur l'organisation du scrutin. Nicolas Germain. Dans ce quartier de Bamako, au bout de cette file d'attente, des cartes d'électeurs. La présidentielle doit en théorie avoir lieu dans moins de 3 semaines. Selon le responsable du centre de distribution, tout est en ordre de marche. On a déjà distribué la moitié de nos cartes, les cartes que l'autorité nous avait données. On est venu ici avec 31 200 cartes. Avec les 14 équipes, on a presque donné la moitié. Mais certains candidats affirment que les délais sont trop courts. L'organisation International Crisis Group préconise un report n'excédant pas 3 mois. Selon l'ONU, plus de 525 000 Maliens sont soit réfugiés, soit déplacés. Et il n'est pas certain que les cartes d'électeurs arrivent à temps dans les différents camps. Dans les rues de Bamako, les avis sont partagés sur la date de l'élection. Le nord, ce n'est pas encore stable. Il n'y a pas d'administration. Même à Gao, il n'y a rien. Il n'y a pas d'administration à Kidal et environnant. Comment peut-il faire des élections dans cette situation pareille? Vraiment, c'est risquant. C'est risquant. On a pris une grande risque. On est en période de transition. Donc il est obligatoire que nous puissions organiser ces élections-là. Vaille que vaille pour que tout le monde puisse avoir la paix et qu'on puisse avoir un gouvernement, un président élu démocratiquement. Malgré les doutes et les critiques, le président par intérim a lui déclaré cette semaine que l'élection aurait bien lieu le 28 juillet. Mathieu Mabin, notre grand reporter, a couvert cette guerre au Mali. L'opération Serval à 6 mois aujourd'hui, 11 janvier, 11 juillet. Il détaille les batailles marquantes et les conséquences de cette intervention sur la région. Une succession de batailles avec une première bataille à Konna, celle dont on parle assez peu mais qui est finalement peut-être la plus importante. C'est celle qui a un petit peu sidéré la communauté internationale et les Maliens. Cette intervention française totalement inattendue, même si effectivement elle était préparée, elle avait été évoquée, mais l'action a été finalement assez soudaine et était une réaction à une offensive de ces groupes djihadistes qui fonçaient vers le sud du pays en direction de la capitale Bamako, une course qui a été interrompue par les frappes aériennes françaises dans cette ville de Konna. Immédiatement après, c'était le top départ de l'opération. Les contingents français ont débarqué à Bamako dans les jours qui ont suivi et ont piqué vers les principales agglomérations du Nord Mali que l'on connaît, qui sont Gao et Tombouctou. Et ces agglomérations sont tombées extrêmement rapidement après que l'aviation française et des forces spéciales françaises aient éclairé le terrain pour le gros de la troupe, pour ces colonnes de chars français que l'on a vu ensuite prendre les grandes agglomérations du Nord Mali jusqu'à la bataille de Lisiforas, qui a été un petit peu le point d'orgue de l'opération, ce massif montagneux où s'étaient regroupés les combattants djihadistes qui avaient un petit peu refusé le combat jusqu'à présent et qui ont dû affronter les soldats français, les parachutistes français notamment, dans ce massif des Lisiforas où ils ont perdu près de 300 hommes. Il reste 3000 soldats français au Mali aujourd'hui. Pourquoi? Pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans le sable? Tout simplement parce que il faut se souvenir que l'intervention française s'est tout de suite inscrite dans la perspective d'une reconstruction politique. Il n'était pas envisageable de défaire les islamistes sur le sol malien sans proposer une alternative. On se souvient que les islamistes ont pris le contrôle de la moitié nord du pays pour une seule raison, c'est que le pays était faible politiquement, tout à fait instable. On se souvient du putsch du capitaine Sanogo et des errements qu'a connu le Mali dans les semaines qui ont suivi. Il n'est pas question de remporter la bataille sur le terrain et de se retirer. Ce serait la garantie de voir
revenir ces groupes djihadistes. Il faut, pour la France, la communauté internationale et la communauté africaine, qui est partie prenante dans cette affaire, reconstruire une nation. C'est le processus de nation building, comme on dit, mais également une armée. Et c'est également le travail des soldats français qui forment l'armée malienne avec d'autres contingents européens et africains, essentiellement autour de la capitale à Bamako. Sur les conséquences, maintenant, quels ont été les effets de cette intervention Serval? Alors d'abord, elles ont eu comme effet immédiat d'ébranler le système AQMI, le système djihadiste au Mali, mais également comme conséquence assez peu anticipée, l'éclatement de ces groupes et la contamination aux pays voisins. On pense à la Mauritanie, on pense au Niger. Et plus surprenant, le sud libyen est désormais l'une des zones refuges, ça a été confirmé par le ministère français de la Défense, l'une des zones refuges de ces groupes djihadistes éparpillés et bousculés par cette offensive franco-malienne. Et justement, le Niger, ce pays, est-il en train de devenir un nouveau Mali ? On n'en est pas là, Audin, mais ce pays est devenu une cible des terroristes. Niamey a été en première ligne dans l'opération Serval. Le pays en a payé le prix fort avec les attentats meurtriers d'Arlit et Agadez. Aujourd'hui, la capitale s'est hérissée de checkpoints devant les ambassades et les bâtiments officiels, ce qui provoque la colère des habitants. Ils n'étaient pas habitués à des mesures de sécurité aussi drastiques. Manifestation dans les rues de Niamey. En cause, des mesures de sécurité drastiques mises en place depuis le double attentat dans le nord du Niger en mai dernier. L'un visait l'armée à Agadez et l'autre avait ciblé un site d'uranium du groupe français Areva à Arlit. Les habitants se disent assiégés. C'est la fermeture d'un axe routier qui a déclenché leur colère. Depuis plus de 3 mois, la population de Goudel est victime d'une privation de droit de circuler sur la voie principale qui est entièrement construite sur fond public. Nous, jeunes de Goudel, exigeons sans condition la réouverture de la voie nous permettant de vaquer à nos occupations librement. La sécurité a été particulièrement renforcée sur certains sites comme l'aéroport ou près des ambassades. Ce sont les habitants de ces zones qui sont les plus touchés par ces mesures. Pour aller à la maison, il faut dévier. C'est ça, c'est ce qui est mauvais. Maintenant, la consommation, ça veut dire ça a doublé. Quand tu consommes 1000 francs d'essence par jour, maintenant tu consommes le double pour aller à la maison parce qu'il faut faire un contour. En plus des conséquences sur la vie quotidienne, ces mesures de sécurité n'ont pas eu l'effet escompté. Beaucoup de résidents se sentent moins en sécurité. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Un étudiant a été tué par erreur par l'armée sous prétexte que ses gestes étaient suspects. Un nouveau parti politique va voir le jour en Afrique du Sud. Julius Malema veut défier l'ANC de Jacob Zuma en lançant le mouvement des combattants pour la liberté économique. Il l'a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Johannesburg. Malema, qui avait été exclu du parti historique de libération sud-africain en 2012. Le leader, l'ex-leader de la jeunesse de l'ANC est connu pour ses provocations et ses propos racistes. Il avait été renvoyé pour indiscipline. Il portait aujourd'hui un béret rouge avec l'inscription commandant en chef. Son programme est le même que sous l'ANC. Il veut restituer les terres agricoles aux Noirs et nationaliser les mines sans compensation pour les Blancs. Il souhaite ainsi prendre part aux élections législatives de 2014 à la gauche de la gauche. Si la justice le lui permet, Julius Malema a plusieurs procès en cours, notamment pour corruption. Un extrait de son discours aujourd'hui donne le ton. Nous nous battrons contre la suprématie des Blancs et nous nous battrons pour restaurer la dignité des Noirs africains. Notre peuple devrait se sentir confiant en sachant que ces terres leur appartiennent. Vous, Blancs d'Afrique du Sud, si vous êtes d'accord avec nous, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre afin de redistribuer les terres et les richesses d'Afrique du Sud. La star éthiopienne de l'athlétisme, Haile Gebrselassie, a annoncé son intention d'entrer en politique. Il veut briguer un poste de député pour les élections de 2015. L'athlète a 40 ans et cette annonce intervient après des rumeurs persistantes de retraite sportive. 2 fois champion olympique sur 10 000 mètres. 4 fois champion du monde sur la même discipline. Haile Gebrselassie, ce coureur de fond, veut maintenant aider, dit-il, son pays à aller de l'avant. Je vous remercie Sonia, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous. Au prochain journal, donc demain 21h45 et 22h45. Vous restez avec nous dans Paris Direct, il est 22h54. Nous parlerons dans un instant de l'affaire Magnitsky, du nom de cet avocat russe décédé en détention. C'était en 2009. Eh bien, il a été condamné à 9 ans d'emprisonnement par la justice russe.